Salut, on est à peut-être un peu plus d'un mois avant la moisson. On va essayer de regarder un peu ce que ça donnait les blés. Il y a quand même eu un parcours, on va dire, relativement chaotique, des dates de semis beaucoup plus tardives que la normale. Pour rappel, ici, toute la majorité des cultures d'ailleurs, parce que je vais dire le blé, mais c'était valable pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, la févrole, quasiment tout a été semé dans une fenêtre de 10 jours, entre le 20 novembre et 27 novembre en gros. Et donc d'habitude les dates de semis chez nous idéales c'est plutôt à partir du 20 octobre à peu près jusqu'à début fin octobre, début novembre. Voilà, puis après bon, je vais pas vous refaire tout l'historique de l'hiver. On a eu un peu plus de 1000 mm pendant l'hiver. Là au début de printemps, début mai, on a encore repris 200 mm en l'espace de peu de temps encore. Donc il y a eu une pression assez importante maladie. Les blés, pour le coup, ont toujours eu beaucoup d'eau au pied. On va regarder à peu près ce que ça donne. Donc je vous disais, comme tout le monde, les blés ont eu un hiver difficile. Donc souvent on avait une vision assez pessimiste du potentiel, c'est-à-dire que le scénario un peu catastrophe qu'on imaginait, en gros, c'était beaucoup d'eau pendant l'hiver, des semis pas forcément dans les meilleures conditions, surtout après il y a toute la période hivernale après la levée, donc où les blés ont toujours eu beaucoup d'eau au pied, donc avec entre la qualité de semis et la quantité d'eau pendant tout l'hiver, on avait l'hypothèse d'un enracinement moindre par rapport à une année classique, alors en plus avec un semis encore plus tardif. Et le scénario catastrophe en gros était on passe toute la partie hiver comme ça et on attaque un début de printemps en mode sécheresse, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'eau pendant l'hiver. Après, on ferme les robinets, plus d'eau au printemps, qu'on a eu pendant quasiment 3 années, 3 années passées. Alors, pas l'année dernière, mais les 3 années précédentes de mémoire. Donc ici, avec des sols avec des réserves utiles en plus très faibles, on a entre 40 et 60 mm. Ça aurait vraiment été le scénario, on va dire, vraiment catastrophe, c'est-à-dire des blés mal enracinés, semi-tardifs, autres, derrière un coup de sec, ça serait venu griller les blés. On aurait eu de l'échaudage physiologique très rapide. Heureusement, on n'est pas du tout dans cette situation finalement. On a eu des grosses quantités d'eau, alors qui a pu pénaliser sur certaines structures, certaines exploitations, type de sol, la capacité à venir faire les différentes interventions, que ça peut être fertile, phyto, des herbages ou fongies. Là, moi, où je suis assez content, c'est que cette année, je vois que je récolte un peu les lauriers des choix passés, c'est-à-dire que là, les sols, j'ai pu maintenir des sols vraiment portants. Voilà, il y a ici, je ne sais pas le nombre de passages de pulvée qu'il y a eu. Il y a dû y avoir au moins 7-8 passages de pulvée puisque je fais la fertie avec. Donc, vu que je suis passé déjà 4 fois pour l'azote liquide, j'ai coupé en 4, vous voyez, ça fait déjà 4 passages, plus la kiésérite 5, le désherbage en sortie hiver, avant l'hiver 6, le désherbage sortie hiver 7, le passage d'oligo 8, et les fongies, attends, je reprends, 4 passages d'azote liquide, 3 fongies, ça fait 7, les 2 désherbages, ça fait 9, le LIGO, oligo, cuivre, acide aminé, ça fait 10, d'accord, je n'ai même pas fait le calcul cette année, plus la kiésérite. Donc il y a 10 passages, le pulvé est passé 10 fois ici, vous voyez dans les traces, et c'est pas défoncé, et plus la fertilité. Tout ça pour dire que pour le coup, j'ai pu venir intervenir dans tous les champs de blé au moment où j'ai voulu, au moment où j'ai eu besoin surtout, c'est-à-dire au moment où il y avait besoin de faire les fongies, j'ai pu faire les passages, on va en parler juste après.
au moment où il fallait fractionner l'azote, parce que cette année, j'estimais que chez moi, c'est ce qu'il fallait faire. Au lieu de faire 2 fois 75 unités comme je faisais habituellement, j'ai fractionné en 4, peut-être que 3, ça aurait suffi. Mais avec les grosses pluviométries des sols filtrants, je ne me voyais pas faire des gros apports d'azote, sachant qu'à chaque fois, on se prenait des amas d'eau derrière. Je trouvais que c'était assez peu sécurisant. Donc, il y a eu ce fractionnement, j'ai pu pour le coup venir faire les apports d'azote au moment où j'ai voulu et pas au moment où j'ai pu. Donc ça, c'est une assez grosse différence. Donc tous les apports d'azote ont pu être bien placés de manière assez idéale pour une bonne valorisation. On verra à la fin, parce que là la batteuse n'est pas passée, on connaît ni le rendement ni la protéine, mais je suis quand même assez... Pour l'instant, je suis satisfait des choix, mais sans avoir le résultat. Donc pourquoi j'ai réussi à passer si facilement alors que c'est pas du tout le cas dans le coin, dans le secteur. Il y a beaucoup de collègues se sont enfoncés, s'enfoncent encore d'ailleurs en voulant faire des glyphos pour préparer les cultures de printemps, parce qu'il y a encore beaucoup de parcelles qui sont pas semées, qui sont en cours de semis là avec le beau temps qui revient cette semaine. Il y a beaucoup de semis qui vont être déclenchés, mais j'ai vu des parcelles où le pulvé s'est planté au glypho parce qu'il y avait peut-être une préparation, un mulchage pendant l'hiver, avant l'hiver, des résidus de culture, de couverts ou ce genre de choses. Donc là, il n'y a plus du tout de portance, il y a des pertes de portance dans ces parcelles-là. Ici, j'ai pas eu le cas, vous avez pu voir sur les vidéos, là le maïs, j'ai essayé de vous faire le suivi d'ici peu, on doit être entre 6 et 8 feuilles en ce moment et ça se passe relativement bien. Donc en gros, je vous parlais de récolter les lauriers, c'est vraiment la conduite des 7 années précédentes qui m'a conduit un peu à être presque satisfait d'une année comme ça pour la partie blé, parce que pour le coup, j'ai rarement eu des blés aussi verts, ils sont relativement sains, début juin. Pour être honnête, souvent ici dans le secteur, c'est plutôt cramé. Bon, il y a une question un peu de décalage de date de semis, mais ça a fortement rattrapé quand même. Donc voilà, donc il y a la partie portance qui, je me répète, mais qui a vraiment permis de faire tous les fongies, les apports d'azote, le désherbage vraiment au moment où j'ai choisi. Donc les champs sont propres, il n'y a quasiment pas d'adventice. Vous l'avez peut-être vu dans le short, je fais attention, je fais on va dire de la prophylaxie dans les coins de champ pour la partie régras. J'ai souvent dit pendant des années qu'il n'y avait pas de régras dans notre secteur. En 2 ans, il y a comme une explosion assez importante dans les champs autour. Moi, j'ai une parcelle qui aurait mérité un désherbage un peu plus localisé sur 30, on va dire sur 60 mètres de large, où on voit quelques pieds. Les autres, c'est absent, quoi. Il n'y a que les coins de champ, donc c'est à l'endroit où rentre la batteuse. Des fois, quand vient des champs bio, où il y en a un peu plus, ou avec des parcelles voisines, donc j'ai essayé de broyer pour limiter. Je préfère sacrifier 10, 20, 40, 100 mètres carrés de culture, mais ne pas laisser monter à graines. Alors quand ça peut être arraché à la main, on le fait, mais à des endroits où des creux de zone, des touffes, des départs de batteuses, je préfère passer le gyrobroyeur. Donc voilà, donc toutes les interventions fertiles, pulvées ont pu être faites comme je voulais. Donc pour le coup, je suis assez content de la protection phytosanitaire, donc maintenant on peut en parler. D'habitude, dans notre secteur, avec des potentiels assez faibles, on tourne à 55 taux de moyenne, et des printemps assez secs, un fongi DFE suffit. Et puis ça se passe assez bien, d'ailleurs on le voit bien sur des blés bio qui n'ont pas de protection phytosanitaire là-dessus. Ça se passe quand même, il y a les années passées, ça s'est passé quand même pas mal. Donc là, cette année, en voyant le temps, les potentiels faibles, on aurait pu se dire pourquoi venir dépenser de l'argent sur des blés qui sont déjà médiocres avec des petites mines. Les cours avaient bien baissé d'ailleurs pendant l'hiver. Moi j'ai fait un choix autre, j'ai préféré quand même faire des passages, alors pas très coûteux, souvent les passages de fongies coûtaient entre 12 et 20 euros, je crois qu'il y a le DFE où j'ai dû monter à 25, 27 je crois, parce que avec un SDHI on met un peu plus d'argent, je dois être à 27 euros. Donc j'ai souvent fait des petits passages, mais je les ai faits pour limiter la montée de la maladie et de la septo au vu de la météo. Et les blés, plus le temps avançait, plus au final on trouvait qu'ils étaient sympas. Quand on arrive là à cette période, je les trouve vraiment assez jolis. Il y a des beaux épis, beaucoup de feuilles très saines. Les trois dernières feuilles sont vraiment waouh, les 2 dernières, la troisième un peu plus basse. Mais les feuilles sont comme relativement saines, on regardera un peu mieux
là. Donc pour le coup, il y a eu ces trois passages. On avait fait un passage sur épi aussi, on a fait ce T3, chose qui n'avait pas été fait depuis de nombreuses années. Là, on a eu la flotte vraiment un peu en continu, toujours sur l'épi. Alors je pense que je suis passé quelques jours de retard. J'avais regardé un mardi, je crois mercredi, avant de prendre 4-5 jours de vacances. Je voyais pas d'étamines du tout, et quand je suis revenu le dimanche soir, on commençait à bien voir les étamines un peu partout, donc je suis intervenu dès le lundi matin, bon, idéalement 2-3 jours avant, mais quand on connaît les efficacités fongicides pour la FUSA, c'est pas super, sachant que là le but était aussi de faire le relais pour le feuillage. Si on veut parler en regardant un peu les blés, donc là ici on est sur un blé de colza semé au disque. Pour rappel, je ne sais pas si vous vous rappelez justement, d'habitude tous les blés de colza sont semés à la dent et tous les blés de tournesol au disque pour une question de résidus et de fermeture de ligne. Sauf que là, cette année, je trouvais que le semoir à dent avait un besoin de traction plus important que le semoir à disque. Le semoir à disque, pour rappel, on le retenait fermement, enfin on le retenait beaucoup pour éviter qu'il s'enfonce trop en terre. Et donc pour le coup, il était très petit rang. Et pour le coup, il y a j'ai fait la majorité des semis au disque pour le très faible besoin de traction et d'empreinte au sol, alors que la partie semoir à dents, vu qu'il y a un besoin de traction plus important, le tracteur avait tendance à marquer un peu plus, c'est le semoir. Et donc j'ai fait que 3 parcelles avec le semoir à dents. L'une des 3, je ne l'ai pas gardée d'ailleurs, c'est celle qui est en maïs. Il manquait 20-30% de la surface. C'était plus intéressant de déclencher les indemnités de ressemis pour faire du maïs que de conserver cette parcelle. Je ne voulais pas garder de zone sans blé, mais ça je vous en ai déjà parlé. Donc au final, les semis au disque sont très jolis cette année. Je trouve que les semis à la dent ont un peu plus marqué la pluie, ce qui n'est pas illogique parce qu'il y a un effet un peu rigole, on va dire. Mais il y a une plus grosse irrégularité, alors que d'habitude, on va dire, c'est plutôt l'inverse. Donc cette année, le semoir à disque a très bien fait son office et a fait 80% des semis, vous voyez. Donc c'est pas un semoir nouvelle génération, plus de type Avatar ou autre à plus de 100 000 euros. On est bien sur un semoir qui a 26 ans maintenant, qui a très bien fait son boulot. Donc pour rappel, on est sur des mélanges variétés. Il y a eu à peu près 145-150 unités d'azote apportées en 4 fois et des fongies relativement faible dose. Il y a dû avoir du Metco, un peu de Metco et d'AZ en premier fongie qui restait dans le local phyto depuis de nombreuses années. Après SDHI, Comet, et on a fini avec un Prozaro. Alors souvent c'est des doses assez faibles, le Metco c'est peut-être 0,4 Metco, 0,2 AZ, le SDHI 0,5 et 0,2 de Comet, et le Prozaro 0,45. Donc là on est vraiment pas mal au niveau du feuillage et du vert. Je vous disais souvent, comme on en a on a des réserves utiles assez faibles dans ce terroir, entre 40 et 60 mm selon les profondeurs de sol, mais quand on arrive au 1er juin, souvent les réserves commencent à être bien vide, il n'y a plus grand chose. Donc c'est cette période-là en fait où nous les blés normalement passent de jolis prometteurs à ça crame, on voit des ronds blancs, d'échaudage physiologique selon les veines de terre, mais surtout ce que j'ai beaucoup vu par le passé, toutes les conditions un peu humides semi à la rotative, des blés qui étaient à peu près jolis au moment de la levée, c'est bien à la floraison, et c'est ce qu'on a vu cette année. J'ai vu beaucoup de gens à la floraison de champs à la floraison cette année. On retrouve, en gros, bon là ici je peux pas vous montrer parce qu'il n'y en a pas, mais on retrouve tous les passages de roues du semis. On les a pas vus, on les voyait assez peu au début, tant que les cultures n'étaient pas épiées. Et là cette année, il y a beaucoup de champs, on retrouve les passages de semoir. Donc là ici, c'est pas bon. Et donc ces années-là, c'est ce type de semis, des années où on a printemps un peu plus sec pour le coup, mais c'est toutes des zones où les cultures blanchies, il y a vraiment un échaudage physiologique qui se prononce et qui apparaît. Au niveau de l'ensalissement, on peut en parler. J'ai remonté un peu les doses cette année au vu de la pluviométrie. Il doit y avoir 1,5 litre de Daico
Et selon les parcelles, il y a 1 ou 2 litres de défi avec et 0,15 de DFF. Et en désherbage début avril, là il y avait une demi-dose de radar plus de l'allier. Je vais vous utiliser le radar, j'ai essayé cette année. Ça a très bien fait les folles avoine, mais pour les quelques régras qui traînent, ça semble pas du tout les faire, encore moins à demi-dose. Donc c'est un programme qui coûte pas très cher, mais qui je pense est moins efficace qu'un axial, comme j'ai fait par le passé. Sachant que moi c'est vraiment à l'origine, je vise ambroisie folle avoine et je veux me prémunir des quelques régras. C'est pour ça que j'ai remonté les doses de défi, parce que les régras qui ne sont pas mouchés ou tués au moment en entrée hiver, les rattrapages de printemps, c'est que pour les levées échelonnées, pas pour ceux qu'on a ratés. Donc là, niveau ensalissement, on peut suivre un peu. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ah, ben voilà, j'ai trouvé une touffe de je sais même pas quoi d'ailleurs. Mais sont assez rares ces touffes ou ces zones. Il y en a quelques-unes un peu sur les bords de champ là. J'ai vu une autre petite graminée là. Mais en moyenne, je suis assez content. J'ai pas d'ambroisie, j'ai pas de folle avoine ni de chardon comme il y avait par le passé à la prise de ces champs. L'activité biologique pour le coup a été maintenue. Elle a mis un peu de temps à revenir pendant l'hiver avec tous les excès d'eau. Sur la partie colza, elle était assez présente. Sur la partie précédente tournesol, comme il y a assez peu de débris végétaux pour l'alimenter, ça a été plus calme, on va dire, et moins importante. Là, derrière colza, ben, on voit c'est bien mieux. Bon, on va pouvoir clôturer ce point blé. De toute façon, on aura le résultat, les réponses réellement qu'à la moisson maintenant, avec le poids spécifique pour la partie FUSA, les protéines pour la partie azote et le rendement pour la partie gestion globale de l'ITK et des terres. Si on devait conclure un peu, en gros, je pourrais dire que je suis finalement presque assez content de ces blés-là. Il y avait souvent une sale mine, enfin une sale mine. C'était plutôt sous-développé pendant l'hiver. C'est-à-dire que j'avais pas d'irrégularité au sol de la parcelle, mais c'est vrai qu'on les voyait pas forcément très développés par rapport aux rares parcelles qui avaient été semées courant octobre ici. Et donc, en gros, je m'assis pour le vent. Et donc, en gros, on va dire, c'est presque malheureux à dire, mais je suis presque content de ce climat-là, pour cette culture-là, pour les blés. Je trouve que ça leur a quand même, ça les a réussi, je voulais dire. Voilà, on va y arriver. Pour le colza, on verra. Alors, bon, je ne vais pas parler de colza, j'en parlerai peut-être à côté. Les colzas, je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Bon, il y a des grandes zones qui ont noyé, où il y a eu un peu de verse, ainsi de suite, où il s'est appuyé. Je ne sais pas si c'était si bénéfique que ça, l'excès d'eau pour le colza. Mais j'ai l'impression que le blé, finalement, on a finalement assez peu souffert dans mes parcelles. Voilà, je suis vraiment content du comportement qu'elles ont maintenant, au bout de 7 8 ans de conduite en ACS, comme ça. Et donc, au final, je suis assez agréablement surpris, assez satisfait du déroulement et de la pluviométrie régulière jusqu'au remplissage des grains pour les blés. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est pas le cas, je m'excuse, hein, ça vous a posé beaucoup de soucis pour beaucoup de choses. Là, le but, c'est juste de voir chez moi comment ça s'est passé euh, par rapport à mes actions passées, quel impact ça a eu sur mon terroir, sur les parcelles. Alors, souvent, les gens pensent que j'ai des parcelles très filtrantes. Mais c'est bien. Alors, le problème, c'est que je vous montre que chez moi, je ne vais pas marcher dans les champs des voisins ou ainsi de suite. Donc, les rares fois où je peux, je fais la comparaison avec nos propres champs qui sont en labour à côté sur la partie bio. Mais alors oui, j'ai pas des parcelles très hydromorphes comme certains peuvent avoir. Et comme on a également dans la partie dans le Confolantais, mais c'est beaucoup moins filtrant et portant que ce qu'on peut avoir sur des terres de Groix, des argilo-calcaires ou autres. Ici, c'est pas du tout le cas. On peut s'enfoncer et marquer normalement de manière très facilement. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des champs autour. C'est juste que le problème, comme je vous montre que ici, ça fausse un peu la vision locale du terroir. Mais bon, ça c'est juste question d'image que je reflète et que je renvoie. Moi, je vois bien la différence d'évolution avec les parcelles
et le fait que j'ai pas perdu autant de blé que ça dans les trous et dans les ronds par rapport à ce que ça aurait été, il y a 7-8 ans, la prise des parcelles. Allez voilà, on va arrêter là pour le blé. Je vous ai pas parlé de suite, on en parlera dans une autre vidéo pour la partie derrière les colzas ici, les colzas. Derrière les blés ici, cette parcelle par exemple passera en maïs, donc il y aura un couvert d'été et derrière les autres blés, bah, ça sera un colza, donc ça on en parlera peut-être un peu plus tard sur la partie gestion, gestion des limaces. On fera peut-être une micro vidéo juste pour ça, parce que comme je sais que tout le monde ne regarde pas jusqu'à la fin, ils n'auront pas l'info si je la balance qu'ici. Allez, salut!